Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le premier plateau de Top Spin, l'émission qui traite de l'actualité du tennis de table tricolore. Nous allons parler équipe de France, nous allons parler championnat de France senior et également championnat pro. Nous ferons un focus sur deux disciplines en plein développement avec le ping VR et la pratique du tennis de table en extérieur. Allez, on commence tout de suite avec la séquence équipe de France et nos invités du jour. L'équipe de France est rentrée doublement bronzée de Malmö à l'occasion des derniers championnats d'Europe par équipe, une performance que l'on qualifie d'historique. Nous revoyons d'ailleurs quelques images de la demi-finale féminine au cours de laquelle les Françaises se sont inclinées face aux Roumaines, tandis que l'équipe masculine s'est quant à elle fait éliminer au même stade de la compétition par les futurs champions d'Europe, les Suédois. Alors sur les images que nous voyons actuellement, on retrouve l'une de nos invitées qui est accompagnée de Lilian Bardet. Audrey Zarif, bonjour. Lilian, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec la directrice du haut niveau, c'est ça, Rosen Jacquet-Hickel. Bonjour. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission. Rosen, je viens de parler de performance historique. En quoi ces deux médailles de bronze décrochées à Malmö sont historiques ? Alors ces deux médailles sont historiques dans le sens où en fait les deux médailles de bronze n'ont jamais été obtenues en même temps sur un championnat d'Europe majeur, donc compétition majeure. Elles ont été de manière alternée. Les filles ont été récompensées d'une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2021 à Cluj. Les garçons l'ont été à Nantes en 2019. Et il est vrai que sur un même événement, au même moment, c'était la première fois. On a pu se régaler et les voir ces deux équipes effectivement au bout d'un très beau parcours, voilà, et récompensés de leur niveau et d'un niveau qui se stabilise au niveau européen. Et donc c'est très intéressant de les voir là. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir au-delà de la médaille. Bien sûr, la médaille, c'est le résultat, mais c'est aussi la forme. Oui, la forme, la dynamique, des très beaux matchs aussi, puisque ce qu'on attend sur cette année olympique aussi, c'est de vivre des moments de sport très intenses. Et on en a vécu. Pour les garçons comme pour les filles. Et on a vécu effectivement chez les garçons encore plus, puisque en fait il y avait quand même un match face au pays hôte, effectivement en demi-finale, qui était d'une intensité incroyable, et avec un public présent qui pour nous est d'une certaine rareté ces quelques dernières années. Et c'est vrai que de vivre ces moments-là, c'est quelque chose de très important au vu des prochains championnats, des championnats d'Europe et des championnats, surtout des Jeux Olympiques. Bien sûr, il y a des grandes échéances, comme le seront bien sûr les Jeux Olympiques, on en reparlera tout à l'heure. Audrey Zarif, vous aviez déjà goûté au bronze sur un championnat d'Europe par équipe, c'était en 2021. En quoi cette seconde médaille de bronze pour vous à cette compétition est-elle différente de la précédente ? Alors, moi, j'ai participé en 2021 au championnat d'Europe en Roumanie et c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de jouer forcément. J'ai soutenu mon équipe, mais là, c'est vrai qu'en 2023, cette année à Malmö, j'ai vraiment pu apporter mes points et être vraiment dans la dynamique. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de rapporter ses points à l'équipe de la bonne manière. Et ça veut dire aussi qu'on avance, qu'on progresse. Maintenant, on est 5 filles dans le top 100 mondial, donc c'est hyper bien et la dynamique des filles progresse énormément et ça fait vraiment plaisir. Les Roumaines, une grande nation évidemment en tennis de table féminin. Ouais, c'est sûr que les Roumaines, pour l'instant, on n'a pas encore le niveau. On essaye de rapporter des points, mais on n'arrive pas à rapporter 3 points. Et leur niveau est assez haut. Il y a une Bernadette Soch qui est dans les 10 mondiales et donc elle a gagné les Jeux européens en 2023. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau, mais on progresse et on espère avoir d'autres opportunités pour les jouer. Lilian Bardet, vous aussi, vous avez eu une médaille de bronze au championnat européen. C'était dans la catégorie junior. Il me semble que c'était dans l'épreuve du double, si je me trompe pas. Oui, alors il y a eu des médailles d'or en par équipe, médailles de bronze en double également. C'est sûr, après, quand on voit ces images, moi, personnellement, j'ai regardé à la télé, ça donne envie d'être dans l'aire de jeu, d'être dans l'équipe. Ça donne envie de vivre ces moments-là. Quand on voit, comme Rosen disait, l'intensité des matchs contre cette équipe de Suède en demi-finale,
Ça fait rêver de jouer ces matchs-là, donc c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne et j'espère à l'avenir pouvoir faire partie de cette équipe de France. Alors, vous êtes membre de l'équipe de France, vous avez d'ailleurs participé brillamment à la qualification à ces championnats d'Europe. C'était notamment votre première sélection en équipe de France contre la Serbie, hein, c'est ça? Exactement, c'était donc le dernier match de poule contre la Serbie, donc c'est un match qui s'est joué à l'INSEP. Super heureux déjà d'avoir eu cette première sélection. En plus, c'était avec des copains dont on avait l'habitude de jouer en équipe de France junior. Donc on s'est tous retrouvés, on était 3 à s'être retrouvés pour ce match contre la Serbie. Chacun notre première sélection, donc c'est vrai que c'était un moment assez particulier. Et puis en plus, on a ramené la victoire, donc c'était super important. On était tous satisfaits du résultat. Oui, et puis en plus, une première sélection, c'est quelque chose qui sera gravé éternellement dans votre mémoire. J'imagine première sélection en équipe senior, j'entends. Oui, forcément, ça reste un moment très très important, même si c'était un match entre guillemets sans enjeu, car on avait déjà la qualification en poche. Mais il fallait tout de même faire le job et c'est ce qu'on a fait, donc c'était très positif. Audrey, votre première sélection en équipe de France, ça remonte à quand? En équipe de France senior. Je crois que c'était en 2014 au championnat du monde à Tokyo, donc je devais avoir 15 ans. Et c'est vrai que c'était avec une autre génération de l'équipe de France, avec Carole Grundig, Yifang et Li Shui. Et c'était une expérience de malade déjà d'aller à Tokyo, un grand pays pour le ping-pong. Et on avait perdu en poule, mais maintenant de les vivre et d'avoir ces médailles avec une autre aussi génération, c'est super bien. Beaucoup de pression évidemment quand on fait un premier match en senior sous les couleurs tricolores. Et en même temps, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre de la confiance aussi. C'est sûr qu'il y a un peu de pression. Après, j'étais jeune. Quand on est jeune, on est un peu insouciant, mais on arrive aussi dans un monde senior. Moi qui avais l'habitude d'être dans le monde junior, c'est complètement différent. C'est pas du tout le même niveau. Et déjà, tu vois tes plus grandes stars. Malong, Liu Shiwen, je suis fan d'eux et c'est vrai que c'est un monde complètement différent avec un autre niveau. Oui, le risque c'est de ne pas être spectateur justement. Exactement. Quand on rencontre ceux qu'on admire, entre guillemets. Lilian, vous aussi, vous avez senti cette différence de niveau déjà entre le junior et le senior qui est légitime. Entre le junior et le senior, bien sûr, il y a une grande différence. Bon, on est en train de s'aguerrir sur le circuit international, donc on a déjà l'habitude de jouer des matchs d'une grande intensité et d'un grand niveau. Après, pour ma part, oui, il y avait une pression, je dirais une pression moindre que Audrey pour sa première sélection, pour qui c'était des championnats du monde. Moi, c'était entre guillemets juste un match de qualification. Mais forcément, la pression reste là et c'est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Donc la pression, elle est toujours là, peu importe le match qu'on va jouer. Alors, Rosanne, on parle évidemment beaucoup d'Alexis et de Félix Lebrun. On parle également de Pritika Pavad. Je parle du grand public, mais on le voit avec nos invités notamment. L'équipe de France, le groupe France, c'est quand même un vivier assez étendu avec des performances et des gens qui rentrent régulièrement au sein de cette équipe. Oui, c'est un vivier important. On a actuellement une trentaine d'athlètes, joueurs et joueuses confondus, qui font partie des cellules de performance de la fédération. Et donc qui ont effectivement l'accès à l'ensemble des compétitions internationales, que ce soit les épreuves du WTT ou de l'ITTF ou de l'ETTU. Et on voit en 2023, on est à peu près à l'heure actuelle à une centaine de performances dans le top 100 mondial pour ces trentaine d'athlètes qui sont classés dans nos cellules de performance. C'est dire effectivement que ce vivier est important, c'est dire effectivement que la concurrence est importante et que tout le monde progresse. Et de cette progression, en fait, naît aussi l'émergence de talents comme Félix, comme Alexis, comme Pritika, mais pas que, parce que derrière, il y a beaucoup de monde. Et donc, nous sommes satisfaits effectivement de cet engagement, parce que pour eux, c'est l'histoire de leur vie, voilà, d'être sur ce circuit et puis de s'engager à 200% dans cette aventure. Mais ils le font avec tout leur trip, avec vraiment un engagement tellement fort que nous, on est satisfaits vraiment, et plus que satisfaits quand ils arrivent à aller au bout de leurs objectifs, de leurs ambitions, et puis que les performances dans le top 100 tombent, et puis que ça paye. Tout leur effort paye. En tant que directrice du haut niveau, vous et votre équipe, j'imagine que vous êtes à l'affût permanent, y compris dans les jeunes catégories, pour
pour l'avenir plus ou moins proche de cette équipe de France? Oui, on est en veille en fait, on regarde ce qui se passe. C'est important pour nous d'observer effectivement dans tous les pays, d'observer ce qui se passe chez nous, mais aussi à l'extérieur. De voir l'émergence aussi des jeunes talents au niveau international. Tous ces éléments nous permettent d'être en analyse et en anticipation par rapport à notre organisation et pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc on essaye en permanence de suivre ça. Aujourd'hui, quels sont les atouts de l'équipe de France féminine? Et si je vais même plus loin, dans quelle discipline on peut espérer vibrer le plus pendant la grande échéance des Jeux de Paris si on regarde le tennis de table féminin? Alors moi je pense qu'il fait notre force un peu dans cette équipe de France, c'est qu'il y a plusieurs générations. On peut voir que Janan, elle est quand même un peu plus âgée que nous, donc elle a aussi de l'expérience à nous apporter. Elle est dans le top 20 mondial et après on va dire qu'il y a un peu moi qui suis au milieu avec Pauline Chasselin, Océane Guinel, où c'est de ma génération 98. Et on peut voir qu'il y a les plus jeunes comme Pritika, Charlotte, Camille. Et ça donne une force parce qu'on arrive à s'écouter. Chacune, on est très 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 solidaires entre nous. Et ça fait que l'équipe de France progresse et on est toutes fières de porter aussi ce maillot de l'équipe de France. Et pour les JO, on espère performer par équipe. En tout cas, moi, j'espère y aller pour le par équipe ou même pour le simple, on ne sait jamais. Et donc, j'espère que le par équipe, on pourra montrer vraiment de quoi on est capable. Et après, il y a aussi les autres échéances comme le double mixte et les simples. Et ça, on verra qui y va pour voir qui va performer. Lilian, c'est une émulation d'avoir autant de joueurs, enfin un nombre en tout cas assez important, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais un vivier assez important de joueurs capables d'aller rentrer en équipe de France et de prétendre se sélectionner sur de grandes épreuves? Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs français qui veulent participer au circuit international, qui performent sur le circuit international. Les places sont très très chères, il y en a très peu dans notre sport, malheureusement. Mais c'est aussi ça qui fait que tous les jours, au quotidien, on se donne à l'entraînement, en compétition. Tout le temps, on doit essayer de performer pour un jour espérer rentrer dans cette équipe de France et pourquoi pas devenir titulaire de cette équipe de France et pouvoir jouer les plus grandes compétitions internationales. Donc voilà, c'est une motivation supplémentaire. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'âge. Félix et Alexis ils sont très jeunes et ils ont réussi à performer très très rapidement sur le circuit international. Piquer la place de certains joueurs aussi qui étaient en place avant. Donc c'est à nous, nous, quand je dis nous, c'est tous les joueurs de cette équipe de France de se tirer vers le haut, de pouvoir faire les meilleurs résultats possibles pour essayer d'avoir ces sélections. Rosa, nous sommes à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Évidemment, on en parle déjà depuis un moment énormément. Quelles vont être les grandes échéances d'ici les Jeux? Et quelle sera l'organisation du staff pour parvenir à créer les meilleures sélections possibles pour ces prochains grands événements? Alors, les grandes échéances, on a évidemment les prochains championnats du monde par équipe à Busan. Donc une épreuve par équipe qui donc a un enjeu de capital point pour l'épreuve par équipe aux Jeux Olympiques. Et puis, il y a l'ensemble des épreuves qui, effectivement, permettent à nos athlètes d'aller chercher le meilleur capital point possible. Donc, dans l'ensemble de ces épreuves-là, il y a les épreuves les plus importantes qui sont le Grand Smash, les Champions, tout ça, les Star Contenders, les Contenders, ce sont tous des épreuves des WTT Series, donc circuit international professionnel. Oui, on va en parler dans quelques instants. Voilà, qui sont mis en place et qui participent effectivement à attribuer un certain nombre de points. Et ce nombre de points, effectivement, permet aux joueurs et joueuses de se qualifier aux Jeux Olympiques. Et en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on regardera de très près dans le chemin de sélection pour ces Jeux Olympiques, dans lequel, il faut le noter, on a quand même tous nos quotas. Donc on n'est pas soumis effectivement aux épreuves de qualification olympique en tant que telles. Nous aurons nos deux équipes aux Jeux Olympiques, nous aurons un double mix aux Jeux Olympiques, nous aurons 2 individus filles et 2 individus garçons qui seront sur les épreuves de simple. Et ça, c'est acquis. Et donc par rapport à ça, nous allons monter en charge effectivement sur la préparation. Nous allons exploiter
en fait toutes les périodes pour pouvoir préparer les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de cette équipe de France à cet événement. À l'heure actuelle, nous avons effectivement un programme de préparation à l'issue du cut du 18 juin, 18 juin étant la date qui est la deadline en fait, du classement mondial. C'est déjà un premier cut et nous avons programmé des stages de préparation à partir de ce moment-là. Et on exploitera tout au long de l'année, on exploitera les petites périodes, parce qu'on fonctionne comme ça maintenant, à exploiter les quelques périodes où nos athlètes sont un petit peu en pause dans leur camp de base pour travailler avec eux, parce qu'ils ont un rythme effréné et un rythme de fou sur des compétitions. Mais c'est légitime parce que tout part de là et en fait, de ce classement mondial leur permet aussi de se sélectionner. Donc on essaye de faire avec tous ces ingrédients-là. Alors, je me souviens qu'il y a un peu plus d'un an encore, on entendait dire, on disait beaucoup, on mise sur le double mixte pour une médaille aux Jeux. Aujourd'hui, avec les performances des tricolores, notamment d'Alexis, de Félix ou encore d'autres, on peut espérer être un peu plus ambitieux ? Oui, on a un panorama qui change et qui peut-être changera encore dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que l'évolution, on espère que pour nous, le champ des possibles va s'ouvrir en fait, dans toutes les catégories. C'est ce qu'on souhaite. On se rapproche de plus en plus effectivement chez les garçons. Donc ça veut dire qu'on se rapproche dans le par équipe garçon. Mais on a reculé un petit peu en double mix, en tout cas si on prend le ranking actuel. Mais je ne pense pas qu'on ait reculé sur le niveau. Donc à nous d'aller chercher les points pour concrétiser ça et figurer dans les rankings. Et chez les filles, on a toujours une progression à exploiter encore. Il y a beaucoup de choses encore de possibles. Et on sait que les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui est moins forte qu'un championnat du monde. Parce que des quotas aussi. Parce que les quotas, voilà. Et donc tout peut se passer sur les Jeux Olympiques. Donc une compétition à élimination directe. Et donc c'est pour ça que vraiment c'est important de croire que tout est possible. Alors pour en rester un petit peu sur le double mixte, il y a eu plusieurs compositions qui ont été testées, qui ont fonctionné. Et puis là récemment, on a vu Félix qui a fait une belle deuxième place avec Pritika Pavan sur un WTT justement en Turquie. On va avoir l'occasion aussi de revenir sur Antalya tout à l'heure. Une paire qui fonctionne bien, ils se sont inclinés en finale face aux Japonais. Oui, une paire qui fonctionne bien. On en a d'autres. Alexis avec Janan a bien fonctionné. Pritika avec Simon, ça fonctionne bien. On a quelques possibilités et c'est bien d'en avoir, de multiplier ces possibilités-là et de façon à pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc et de savoir de toute manière que la base, c'est que nous aurons sur les Jeux Olympiques une paire de double mixte efficace et la plus performante possible pour aller chercher en tout cas peut-être quelque chose de vraiment haut. Alors, en Turquie, à Antalya plus exactement, Félix Lebrun a décroché son premier titre en WTT. On va revoir quelques images. Il a réalisé une semaine mémorable. Il a battu des adversaires de classe mondiale comme Hugo Calderano ou Anton Karlberg. Il s'est hissé jusqu'en finale où il était opposé à l'Allemand Dimitri Ovtcharov. Donc c'est dire quand même le niveau de cette compétition. Et Félix l'emporte au bout de la 7e et dernière manche. Rosanne, je vous laisse peut-être réagir sur les images de cette victoire de Félix. On connaît un peu déjà le palmarès de ce joueur, Ovtcharov, qui est en face de lui. C'est assez incroyable de pouvoir déjà rivaliser avec un tel joueur et dans sa zone de confort. À savoir qu'Ovtcharov, c'est quelqu'un c'est un guerrier. Il a amené beaucoup de joueurs au 7e set, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté et qui ont su le battre à 3 partout. Et Félix, du haut de ses 17 ans, a réussi à le faire. Et c'était un combat d'une âpreté tactique, stratégique incroyable. Et c'est tout en l'honneur de cette victoire de Félix et de le voir en fait être en capacité d'aller chercher ce joueur qui revient vraiment à un très très bon niveau. Bravo à lui. Ça confirme effectivement sa progression, ça confirme beaucoup de choses. Et c'est peut-être que le début. Oui, et puis c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, est solide, j'ai l'impression, mentalement. Très. Pour pouvoir, comme je vous le disais, lutter avec, en tout cas rivaliser avec Ovtcharov au 7e set à ce point-là, oui, il est très dur, il est très bon dans le money time
Voilà, il va jouer le premier point comme il jouera le point 10 partout. Il a cette capacité-là, il a cette lucidité, cette sérénité-là à ces moments importants. On l'a vu aussi sur Freitas aux Jeux européens. Voilà, on espère qu'une chose, c'est qu'il gardera cette fraîcheur-là et cette capacité-là tout le long de sa carrière. Et puis, en espérant qu'il aille encore plus haut. Voilà. 2 top 10 mondiales dans la même compétition, c'est fort. Lilian, on va vous voir aussi sur cette WTT d'Antalya. Vous avez rencontré notamment Félix Lebrun. Quel regard vous portez sur le circuit WTT ? Le sujet est grand par rapport au WTT. Quel regard ? Moi, personnellement, depuis que je suis arrivé sur le monde senior, c'est le WTT. Je n'ai pas connu vraiment la période ITTF avant, donc j'ai que ce regard-là. Il y a beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs. Maintenant, c'est vrai que cette année, sur une année olympique, que ce soit les feeders, les contenders, toutes les compétitions sont très très fortes, avec un nombre de joueurs très très fort dans le top 50 mondial. Chaque compétition, même sur les compétitions censées être les moins fortes. Donc c'est que des matchs très très intéressants pour beaucoup de monde, particulièrement pour moi, qui est en train d'essayer de monter au classement international et de pouvoir faire des bonnes performances. Et c'est que du plaisir de pouvoir jouer des très très bons joueurs. Voilà. Pour jouer ces très très bons joueurs, il faut être solide avant sur les matchs un peu plus soi-disant faciles. Mais une fois qu'on arrive sur ces joueurs-là, c'est que du plaisir et on continue d'apprendre. Il faut essayer d'apprendre le plus vite possible quand même. Mais voilà, je pense que depuis une année, je suis sur la bonne voie et il faut continuer dans ce sens-là. Audrey Zarif, le circuit WTT, pour vous aussi, c'est une priorité ? Clairement, c'est une priorité et c'est ce qui me procure le plus d'émotions. Il y a le championnat français, bien sûr, mais l'international, ça te fait vibrer. Toutes les semaines, tous les mardis, il y a le nouveau classement mondial qui sort. Tu es un peu excité de savoir combien tu es. C'est aussi un cercle vicieux parce que tu as toujours envie d'en faire plus. Et c'est vrai que le niveau est très très fort. Moi, en Turquie, là, j'ai mon premier tour de qualif avant d'aller dans le tableau. J'ai joué une fille qui a été vice-championne d'Europe il y a quelques années. Donc c'est pour dire. Et même la concurrence asiatique, elle est assez rude dans les World TT. Et c'est pas facile d'aller gagner des matchs. Donc quand t'en gagnes, tu es vraiment très content. Beaucoup de tournois WTT, Rosanne, avec des amplitudes assez importantes aussi sur ces compétitions. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel, en temps, en énergie à l'ensemble des joueurs internationaux. Comment vous, au niveau français, vous gérez notamment en cette année olympique voilà, le temps passé sur ces WTT, les temps passés pour ces joueurs aussi en déplacement, et puis voilà, les stages équipe de France. Enfin, comment s'organise tout ça ? Ça doit être quand même un bon casse-tête. Oui, c'est assez énorme. Plus pour effectivement eux. Nous, on est là pour accompagner et on est là pour faciliter effectivement le fait qu'ils aillent sur les WTT. On est très près en fait de la cellule personnelle de l'athlète. C'est lui et c'est l'athlète, la joueuse ou le joueur et son entraîneur qui va déterminer effectivement quelles sont les meilleures compétitions à faire et quelle est la meilleure programmation. Et nous, on est là pour questionner les projets de performance, pour bien interroger, de savoir effectivement si c'est judicieux ou pas et donner les moyens de le faire. Mais avant tout, nous sommes très vigilants à bien protéger ce binôme-là, qui est le seul binôme qui crée la performance. Nous sommes très à l'écoute de cette avancée-là, la réflexion qu'ont les entraîneurs référents de ces athlètes-là, du quotidien et bien sûr de l'athlète, pour participer ou pas aux compétitions. Et après, nous, on actionne tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces athlètes-là puissent participer parce qu'il y a des quotas de participation, parce qu'il y a des demandes de wildcard, parce que aussi il y a beaucoup d'engagements financiers. Nous, la fédération ne peut pas tout prendre en charge, l'athlète doit en prendre une partie aussi. Et quand par contre ça bute et qu'il y a des moyens un peu limités par l'athlète, on essaie de pousser et d'essayer de faciliter la participation.
Alors, dans quelques jours, à Francfort vont se dérouler le Champions, le WTT Champions. Oui, tout à fait. Félix Lebrun y sera, notamment. Oui. Parlez-nous un petit peu de cet événement. C'est un événement qui regroupe les 32 meilleures joueuses et les 32 meilleurs joueurs au monde. Et puis c'est un événement qui est en élimination directe, très beau puisque ça se joue sur une table et ça se joue sur 7 jours. Donc c'est aussi très long, mais c'est une épreuve qui est très valorisante, très prestigieuse. Les athlètes sont vraiment... sont mis dans des conditions qui peuvent ressembler aux conditions de l'ATP, voilà, sur les grands tournois de Roland-Garros, etc. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont protégés, ils sont mis en valeur. Il y a tout un, le WTT fait ça très bien, visuellement c'est très beau, au niveau du prize money c'est important, ils sont invités, donc c'est une épreuve très intéressante à suivre. Merci beaucoup, Rosanne Jacquet-Hickel. On arrive au terme de la partie équipe de France. Audrey et Lilian, vous restez avec nous. On va parler championnat senior et championnat pro dans quelques instants. À très bientôt, Rosanne, pour d'autres actualités équipe de France. À bientôt, merci. Alors, si la saison internationale en cours est bien chargée, nous allons voir maintenant que nos pongistes doivent aussi jongler avec les championnats pro et les championnats de France seniors. Et pour nous en parler, Stéphane Lebrun et Eric Henman nous ont rejoints. Merci, messieurs. Audrey, vous avez remporté l'an passé le titre de championne de France senior. C'était à Antibes. Vous étiez opposée à Charlotte Lutz. On revoit les derniers instants de cette très belle finale. Ah, quel combat! Bravo, bravo Audrey. Allez, une troisième balle de match pour Audrey Zarif. Et voilà, Audrey Zarif, championne de France Championne de France 2023, qui se jette dans les bras de Carole Grundich. On voit beaucoup d'émotions, Audrey. Ça représente quoi pour vous, ce premier titre de championne de France senior ? Non, c'est vrai que là, en voyant ces images, j'ai encore beaucoup d'émotions. C'est mon premier titre au championnat de France et ma première médaille aussi. C'est vrai que dans les années précédentes, j'avais jamais fait podium. Et là, d'avoir réussi à avoir le titre, c'est incroyable. C'est quand même un titre très convoité par tous les pongistes de l'équipe de France et des Français. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a été une finale assez tendue, très très serrée, contre une copine, une amie aussi, ma coéquipière de l'équipe de France, Charlotte Lutz, qui est plus jeune que moi et je pense qu'elle en aura aussi. Et non, très très émouvant parce que c'est vrai que j'ai été aussi coachée par ma coach Carole Grundich, qui a été aussi 5 fois championne de France. Donc c'est assez particulier et j'espère l'année prochaine le défendre correctement. Au-delà de la fierté que vous pouvez avoir, il a changé quelque chose, ce titre ? Il y a eu un peu d'engouement, un peu sur les réseaux sociaux et même par le club, avec ma famille. C'est vrai que tout le monde a été très 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 fier de moi. Ça m'a permis aussi d'aller au championnat du monde à Houston en 2022. J'ai réussi à avoir des places en équipe de France aussi avec ce titre. Et donc oui, c'est vrai que depuis, je suis de plus en plus en confiance dans mon jeu, dans mon ping-pong et je progresse. Lilian, vous avez été champion de France junior en 2018, c'est ça ? C'est ça, champion de France junior en 2018, lorsque j'étais junior 2. Voir ces images, forcément, ça donne envie aussi de passer un step et d'être champion de France senior. C'est l'objectif maintenant. La concurrence est rude, vraiment rude, mais encore une fois, on s'entraîne pour ces grandes compétitions et essayer de gagner ces titres. C'est une fête en plus, c'est une fête pas pour vous joueurs parce que vous êtes là pour gagner, mais pour le monde du tennis de table français, le championnat de France senior, c'est quand même une grande fête. Ouais, c'est vrai que tout le monde parle de fête à chaque fois pour ces championnats de France. Moi, en tant que joueur, personnellement, je ne le ressens pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de la fédération, des clubs, toutes les personnes qui se retrouvent. Donc
Pour eux, c'est un peu une fête, pour nous, un petit peu moins. Ça peut l'être si on a gagné, mais encore faut-il le gagner. Donc, voilà. Stéphane Lebrun, vous êtes bien sûr le papa de Félix et Alexis. Vous avez été joueur international. Vous êtes, j'ai envie de dire, aussi et surtout ici en tant que directeur sportif de l'Alliance Nîmes-Montpellier. Vous êtes des hyperactifs dans le Sud parce que malgré la surcharge, on va dire, de compétition que vous avez à gérer, vous organisez la prochaine édition des championnats de France qui auront lieu en mars prochain. C'est ça, on n'a pas envie de se reposer et puis quand je vois ces images, ça donne envie d'organiser après. Donc ouais, à l'Alliance Nîmes-Montpellier, on a choisi d'essayer d'avancer avec évidemment ce qui se passe dans le Sud en ce moment, ce qui se passe dans d'autres régions. Alexis, Félix en sont forcément les leaders, mais pour moi, je reprends et je rebondis par rapport à ce qu'a dit Lilian. C'est une fête. C'est évidemment pour les joueurs la compétition de référence au niveau national, mais c'est pour les organisateurs un vrai moment, un grand moment à faire. On est à 100% dessus déjà, parce que c'est compliqué, et on espère évidemment qu'on va accueillir les joueurs dans les meilleures conditions et que ça soit un grand championnat de France. Et puis pour rester sur la notion d'hyperactivité, on parle de Nîmes-Montpellier en proie masculine, mais aussi chez les filles. Oui, on a justement fait cette alliance pour ça, c'est pour avoir de la mixité. C'est hyper important. J'ai entendu un petit peu l'émission avant, l'équipe de France, la mixité aussi qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des filles, des garçons qui avancent là en France, donc c'est top. Moi, l'équipe de France, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on a une équipe de France belle, jeune, qui avance en filles, en garçons. Et nous, ça fait quelques années qu'on est là-dessus sur l'Alliance Nîmes-Montpellier. Ouais. Eric Henman, vous êtes président du club de Saint-Quentin, un club dont on parle souvent quand on parle de tennis de table féminin. Votre club, d'ailleurs, joue en proie féminine depuis 2009. Oui, c'est une longévité. Oui, c'est une belle équipe qui travaille là-dessus. Beaucoup de bénévoles impliqués sur le championnat, sur cette équipe pro. C'est une organisation importante d'être depuis 15 ans en championnat pro, 10 ans en Coupe d'Europe, en Champions League. C'est beaucoup de travail, mais on est très fiers d'être présents à ce niveau-là sur la durée, dans ce beau championnat de France féminin. Comment il a évolué, puisque vous y êtes depuis pas mal d'années maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ce championnat? Le championnat de France se cherche. Le sens féminin se cherche toujours. On cherche toujours la bonne formule pour attirer le public, à la fois attirer les partenaires, attirer les diffuseurs. C'est un championnat qui peut s'avérer spectaculaire, assez long. Le tennis de table féminin, c'est pas du tout le même tennis de table que le tennis de table masculin. C'est tout aussi spectaculaire mais différent, beaucoup plus rapide, beaucoup plus d'échanges, j'allais dire. Alors, en masculin, c'est spectaculaire, c'est puissant, Voilà, on a vraiment deux tennis de table différents. On essaie de mettre ça en valeur. On communique beaucoup sur ça. Le championnat féminin se cherche parce que il a du mal à séduire les partenaires encore aujourd'hui. On essaye de trouver des formules de championnat un peu plus courtes. Quand j'ai pris la présidence en 2009, on était sur 7 matchs. La première équipe qui gagnait devait avoir 4 points. Aujourd'hui, on est passé à 5 matchs. Il y avait des matchs qui finissaient à 1h30 du matin. Ça ne pouvait pas durer. Donc là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réduit, mais c'est encore un peu trop long, selon les dires de certains diffuseurs ou certains partenaires. Donc on se cherche encore. C'est le championnat le plus fort d'Europe, et de loin, le plus professionnel. Beaucoup plus professionnel que le championnat allemand, qui en masculin, par contre, est probablement le championnat le plus fort d'Europe. Encore que. Mais en féminin, il n'y a pas photo. Le championnat de France, c'est le plus fort. On a énormément de très bonnes joueuses dans le top 30 mondial, top 50 mondial, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des bonnes Françaises aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. Moi, j'ai connu le championnat de France avec 2 Françaises qui gagnaient des matchs, Carole Grundisch, Aurore Lemansec, Aurore Dessin à l'époque. C'était 2 seules Françaises qui gagnaient à peu près des matchs, les autres gagnaient 1 point de temps en temps. Et aujourd'hui, quand on compte le nombre de Françaises qui gagnent des matchs, ça fait plaisir à voir. Je rebondis parce que Audrey Zarif, vous jouez à jouer les tours et vous êtes 4 Françaises cette année dans le groupe. C'est peut-être le seul club féminin en proie à n'avoir que des Françaises dans le club. C'est vrai qu'avec jouer les tours,
on a voulu que notre ancienne chinoise, qui maintenant est naturalisée française, donc maintenant on est vraiment 3 Françaises dans ce championnat et je pense qu'on est la première équipe à avoir 3 Françaises. C'est aussi un moyen aussi pour nous de recruter parce que quand tu as une Chinoise, tu ne peux pas recruter avec des Russes ou dans un autre continent. Donc c'est aussi un moyen pour nous pour passer plus de steps parce que pour être dans les 3 premières du classement au championnat, le championnat s'est durci. Il y a énormément d'étrangères qui sont, comme il a dit, dans le top 30 mondial. Donc le championnat est assez dur cette année. Même pour nous, le club, ça va être, on essaye de se maintenir. Ça va être compliqué, mais on essaye du mieux possible de performer. Et Eric, tout à l'heure, vous parliez de formules qui évoluent. Hein. C'est le cas aussi dans la proie masculine. Mais du côté des filles, vous avez été même en avance, puisque les premiers play-offs en proie dames, enfin les premiers play-offs de la proie, c'était chez les dames. Oui, c'est un vrai changement dans le championnat. D'ailleurs, il y a 2 championnats en un, hein, on peut le dire. Il y a la saison, on va dire, régulière, avec 11 matchs allés, si je puis dire, puisqu'il n'y a qu'un match. Et ensuite, on attaque la deuxième compétition, qui est le play-off. Et là, vraiment, se démarre une autre compète, parce qu'on est tard en saison, on est en mars, on est en avril. Voire même mai, les physiques les joueurs sont un peu plus fatigués, le calendrier est chargé. Et là, cette année, le calendrier, c'est vraiment quelque chose de particulier. Le club à battre ces saisons, je poserai aussi la question Stéphane Lebrun, mais ça reste Metz qui est le club champion de France en titre qu'il va falloir essayer d'aller chercher. Oui, ça reste un grand favori du championnat, c'est clair, mais on a 2 belles équipes qui sont présentes encore cette année. Je pense à Saint-Pierre-les-Elbeuf, là, qui a fait un bon recrutement. Ils ont une belle équipe. Voilà, il y a toujours Etival qui est toujours très présent. Oui, souvent en finale. Voilà, donc oui, on a vraiment, il n'y a aucun match facile. On est toujours à 12, mais aucun match facile. Stéphane, même question. Alors chez les filles, oui, le championnat est dur, vraiment très très dur. C'est le championnat le plus fort, c'est évident, en Europe. Oui, Metz, pour moi, quand même, l'équipe favorite. Et puis le championnat masculin, qui, je pense, est en train de dépasser de nouveau le championnat allemand. En termes de niveau, je vois bien Pontoise, qui cette année a une équipe... On va y revenir dans quelques instants à la proie masculine. Lilian, on parlera aussi proie masculine avec vous, hein, vous avez plein d'actualités à ce niveau. Est-ce que vous avez l'occasion de suivre un petit peu les filles, ou c'est aussi compliqué, hein, compte tenu de votre calendrier chargé en tant que joueur? Est-ce que vous regardez un petit peu la proie féminine? Bien sûr, c'est le tennis de table, c'est notre vie, donc forcément on suit un peu les résultats féminins, masculins, on suit un peu tout. En plus, moi je m'entraîne en partie à Tours, donc il y a le club de jouer les tours en proie féminine, donc c'est vrai que je suis surtout leurs résultats. Mais voilà, pour rebondir sur ce que tout le monde a dit, c'est vrai que en filles c'est le meilleur championnat, ça c'est sûr, et en garçon, comme disait Stéphane, cette année, ça n'a jamais été aussi fort depuis presque une dizaine d'années, je pense, le championnat. Donc on est en train de revenir au niveau de la Bundesliga. Est-ce que vous pensez, Audrey, que jouer les tours va être en mesure d'aller disputer l'avant-scène, d'aller chercher Metz dans ce championnat édition 2023-2024 ? Comme il a dit Eric, tout est possible dans ce championnat. C'est vrai que ce championnat, il faut être hyper stratégique dans les compositions. Nous, c'est ce que notre club, on veut aller. On adapte nos compositions par rapport à qui j'aimerais jouer et inversement. Après Metz, c'est vrai que c'est un club assez dur. Nous, on aimerait être dans les 6 premiers pour jouer les playoffs cette année. Parce que c'est vrai que c'est une deuxième compétition, les playoffs, il y a les playdowns. Et quand tu es en playdown, là, tu as la pression. Nous, on l'a déjà vécu. Voilà, on s'est maintenu sur Nîmes en plus. Donc une année. Et voilà, on espère être dans les 6 premiers pour pouvoir avoir une deuxième phase un peu plus tranquille et sans pression. Alors, nous avions diffusé sur la plateforme France TV la première rencontre de Pro A entre le champion de France Hennebont et le nouveau promu, l'Alliance Nîmes-Montpellier. Nous voyons quelques images de cette confrontation qui a vu s'imposer le club breton 3-0. Et on va écouter dans quelques instants Alexis Lebrun
et Boris Abraham, le directeur sportif du club d'Hennebont. Les deux nous parlent du niveau du championnat édition 2023-2024. Cette année, c'est particulièrement fort. On avait aussi des Chinois qui sont arrivés dans certains clubs, plein de joueurs de très très bon niveau partout. Donc c'est très homogène et chaque match va être un super combat. Quand on regarde, je pense que toutes les équipes sont capables d'être sur le podium. Dire qui est favori, c'est difficile. Si, on peut dire que Montpellier est favori. Maintenant, c'est une saison qui va être longue, avec aussi cette problématique de JO qui va parasiter les joueurs parce qu'ils ont tous la tête à se qualifier aussi pour les JO. Donc non, ouais, ça sera une saison très indécise dans tous les sens, que ce soit pour le podium mais aussi pour la descente. Stéphane Lebrun, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce qui vient d'être dit ? Tout simplement que Boris se trompe parce que nous, en fait, notre choix, il a été fait par rapport à... Oui, on a une équipe qui est très solide quand Alexis et Félix jouent. Et là, on pourrait jouer le titre. Ils ne vont pas jouer tous les matchs, tout le monde le sait. Donc voilà, la préparation olympique est prioritaire. Vu le calendrier international, on en a parlé tout à l'heure, c'est complètement impossible. Le but est de faire une médaille aux Jeux. Donc cette année, et ça ne sera peut-être pas le cas l'année d'après, mais cette année, le club n'est pas prioritaire pour Alexis et Félix. C'est un choix du club, de l'Alliance Nîmes-Montpellier, de les accompagner vers les Jeux, voilà, tout simplement, et d'aller chercher la médaille. Voilà. Donc nous, déjà, on va essayer de gagner quelques matchs quand ils sont là, et essayer de faire quelques points quand ils ne sont pas là, pour essayer de se maintenir. Le but, oui, vous avez joué hier, hein. Peut-être on peut voir quelques images de la... C'était quoi, la 5e journée du championnat ? Quatrième, il y a des décalages, entre certaines équipes. Et là, effectivement, à domicile... J'imagine que c'est plus simple, entre guillemets, de faire jouer, Alexis et Félix. On fera jouer Alexis et Félix à domicile. Alors après, voilà, selon les calendriers, ça, on les fera jouer à domicile et à l'extérieur le moins souvent possible pour éviter les déplacements, pour qu'ils puissent rentrer un petit peu à la maison et qu'ils puissent se reposer et s'entraîner aussi un petit peu sur Montpellier. Voilà, donc le calendrier étant surchargé, il était hors de question qu'on arrive cramé aux Jeux Olympiques. Voilà, donc le choix a été fait. Et, ils jouent à domicile devant leur public, c'est chouette. Et après, à nous de faire en sorte de maintenir l'équipe. Donc pour les grandes ambitions de l'Alliance Nîmes-Montpellier du côté pro masculine, il faudra attendre la saison prochaine. La saison prochaine, on jouera le titre. Voilà. Lilian, vous avez joué en Pro B au 4S Tour. L'an passé, même votre club a disputé la finale pour la montée en Pro A. C'était face encore à l'Alliance Nîmes-Montpellier. Cette année, vous jouez avec Rouen en Pro A. Vous sentez la différence de niveau entre les deux échelons, Pro B, Pro A ? Oui, on sent directement, ça n'a rien à voir. L'année dernière, la Pro B était déjà d'un bon niveau. Le championnat était un peu sans suspense, on va dire, parce que Montpellier était largement favori devant toutes les autres équipes. Mais cette année, la Pro A, c'est vrai que c'est encore autre chose. En plus, avec l'arrivée de nombreux joueurs de très très haut niveau, où il est encore plus fort que les années précédentes. Donc on sent direct la différence, et c'est un championnat qui est très très intéressant pour toutes les équipes. On a l'impression que beaucoup d'équipes peuvent battre beaucoup d'équipes et que tous les matchs sont très importants pour le maintien ou pour la gagne en fonction des objectifs de chaque équipe. Vous avez disputé également une rencontre. Hier, Rouen était opposé à la Romagne. On va voir quelques images. C'était seulement votre 3e match pour Rouen, pas mal de matchs de retard. 3e journée. Et première victoire hier, après 2 défaites pour entamer le championnat. Ouais, c'est vrai qu'on est satisfait. Première victoire de la saison pour nous, en plus à domicile. Donc c'est vrai qu'on a eu 2 premières journées assez compliquées avec 2 défaites 3-1. Hier, on jouait contre une solide équipe de la Romagne avec leur chinois Xu Yunbin qui doit être à peu près 30 mondial. Donc on savait que c'était un gros match, ça n'allait pas être facile. On n'a pas pu empêcher le Chinois de faire ses 2 points, mais on a réussi à être solide après sur les autres matchs. Donc on a pu remporter ce match 3-2. Donc on lance enfin notre saison, si je peux dire. Et on est très très heureux de ce résultat. Et puis il va falloir essayer de surfer sur la vague sur les prochains matchs pour empocher le plus de points possible et essayer d'assurer le maintien. Oui, ça a fini tard hier le match à la Kinder Arena. Ouais, Donc merci d'être venu nous rejoindre sur le plateau aujourd'hui. Audrey, vous aussi hier, vous avez joué en proie féminine et joué les tours, rencontré ou recevé d'ailleurs Poitiers. Quelques images et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre qui a été remportée 3-0, mais il a fallu aller chercher chaque victoire. Hier on recevait Poitiers, c'était notre 3e journée.
Et on a battu 3-2 Grand Quevilly, on a perdu 3-0 sur Saint-Pierre, donc c'était un match très important parce que c'est une équipe qui est en bas du classement. Et le match a été, la rencontre a été interminable. C'est vrai qu'on a gagné 3 matchs à la belle. Toutes les filles, on s'est tout arraché. Ça a été des matchs à suspense. Moi, j'ai été très malmenée pendant mon match. J'ai été menée 2-0, 9-6. Et j'arrive à m'en sortir. Donc le mental a primé sur ce match et sur toute l'équipe, on a été aussi très solidaires. Et c'est que le début du championnat qui va être pas facile avec des équipes comme Saint-Quentin, Metz et on espère pouvoir tirailler quelques points. Eric Henman, à l'instar de l'équipe d'Henbon chez les garçons, à Saint-Quentin, vous avez une nouvelle salle, je crois. Ça veut dire des nouveaux objectifs de développement. Parlez-nous un petit peu de ça. Oui, c'est une chance inouïe d'avoir une salle comme ça. C'est un projet qu'on travaille depuis les années 90. Et on n'avait jamais pu séduire les collectivités pour enfin avoir cet outil à notre disposition. La salle, c'est une salle de dimension nationale. On peut vraiment faire des grosses compétitions de danse qui nous ont... Enfin, c'était vraiment un frein pour notre développement. Aucune compétition à Saint-Quentin depuis très longtemps. Donc ça fait partie des axes qu'on va pouvoir développer. On a déjà les championnats de France universitaires cette année. 200 joueurs, donc ça c'est une belle compète. On a d'autres compètes, championnats des Hauts-de-France qui viennent, c'est vraiment un bel outil pour ça. Ensuite, on a une équipe pro, mais on n'avait pas les conditions pour accueillir l'équipe, en particulier pour qu'elle puisse rester sur des créneaux assez longs. Là, il y a salle de musculation, il y a tout ça. On a vraiment pensé l'outil pour se développer. C'est un outil qui est en quartier prioritaire, donc il est avant tout fait pour les gens du quartier. Il faut qu'on séduise ce nouveau public qui est dans un quartier politique de la ville pour augmenter notre nombre de licenciés et donner à ces jeunes-là la chance de faire du tennis de table, qui est un sport accessible à tous. Voilà. Donc très, très, très heureux. Très heureux. Saint-Quentin fait partie des 7 clubs, garçons et filles mélangés, qui disputent la Ligue des Champions. Quelles sont vos ambitions d'ailleurs au niveau européen ? L'ambition, c'est un petit peu la même chaque année, c'est d'aller chercher la demi-finale. On l'a fait 2 fois sur les 10 participations. Quart de finale, on arrive à se qualifier à chaque fois dans les 8. Et demi, c'est vraiment quelque chose de compliqué. On se bat contre des clubs qui n'en sont pas. En réalité, ce sont des équipes où ce sont des associations qui mettent tout leur budget dans une seule équipe où il y a très peu de licenciés. Donc ça, c'est difficile de lutter quand on essaye d'avoir plusieurs équipes en national, un centre de formation, etc. et fier de faire tout ça en même temps. Mais d'aller chercher la demi-finale, c'est prestigieux, c'est garanti d'avoir du public dans cette nouvelle salle. Parce que ça attire. Ça attire du public et ça fait beaucoup parler de Saint-Quentin. On entend souvent dire, quand je discute avec des présidents de clubs, donc ils ont leur raison, que jouer les championnats européens, que ce soit la Champions League ou la Coupe de l'ETTU, ça coûte cher. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que le jeu en vaut la chandelle néanmoins, puisque la preuve, vous êtes quand même 7 clubs français à participer à ces événements. Oui, alors ça coûte, mais ça rapporte de la notoriété. Ça pérennise notre notoriété en interne, localement, auprès de nos partenaires. Il y a un seul club dans tous les Hauts-de-France, tous sports confondus, qui fait la Champions League. C'est le tennis de table de Saint-Quentin. Donc ça, au niveau des collectivités, c'est aussi un plus, ça se sait. Et c'est très important pour nous. Je vous poserai la question, Eric, et je vais passer la parole à Stéphane. Un petit mot sur un championnat qui n'a jamais cessé d'évoluer finalement. Mais effectivement, je reviens un petit peu à la problématique qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Pour vous, en tout cas, vous avez 2 fils qui jouent qui vont jouer les jeux, qui sont en course au niveau international. Donc difficile de les faire jouer en club. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit imaginer à moyen, à long terme, pour faire en sorte que les choses soient un peu plus compatibles. Là aussi, je pense que c'est quand même assez compliqué. Oui, si j'avais le secret, je le donnerais. Si j'avais
Il y a beaucoup de réflexions sur la fédération. Je prends ma casquette un peu élu parce que je suis élu à la fédération. Donc on essaie de réfléchir. C'est pas simple parce qu'évidemment il y a des priorités. Chacun a ses intérêts. Les clubs ont leurs intérêts. Je suis depuis 30 ans dans le championnat pro, donc je connais tout ça. Maintenant, je crois que si on ne s'adapte pas, on va mourir. Voilà, je le dis avec c'est-à-dire que le championnat pro est obligé de s'adapter par rapport à ce qui se passe au niveau de la WTT, de l'ITTF, du circuit international. Comment? Je ne sais pas. Il y a des discussions qui sont en cours, mais c'est évident que le monde du tennis de table a bougé en 2-3 ans d'une manière incroyable. Bien, pas bien, j'ai pas à juger. Ce qui est certain, c'est que si on ne s'adapte pas, on n'aura plus les meilleurs joueurs dans le championnat. Si on n'a plus les meilleurs joueurs, et ça, moi, j'en suis certain, on a toujours été bon dans le championnat pro avec les meilleurs joueurs et joueuses. Si on ne les a plus, le championnat pro deviendra un championnat sans intérêt. Donc, comment faire pour que les joueurs pro et les joueuses pro, les meilleurs du monde, puissent participer à notre championnat? C'est ça le sujet. Je ne sais pas si on y arrivera, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, si on ne s'adapte pas et si on ne change pas, on va aller dans le mur tout simplement. Et c'est dommage parce qu'on a tout en fait. On a tout pour faire un truc incroyable. Et je reviens en fait en plus avec notre dynamique sur les jeunes Français et Françaises. Parce que c'est quand même avant tout les jeunes Français et les jeunes Françaises qui permettent aux petits gamins et aux petites gamines de venir dans les clubs. Donc on a tout pour ça, mais il va falloir qu'on change parce que le calendrier est complètement infernal. Oui, Eric, trop de matchs finalement dans le championnat français. C'est difficile de se mettre autour d'une table et de se mettre tous d'accord sur une formule? Non, c'est pas difficile de se mettre autour d'une table. C'est difficile de se mettre d'accord sur une formule parce qu'on n'a pas encore vraiment d'idée. C'est un jeu où il n'y a pas de règles aujourd'hui. On se fait marcher dessus par la fédération internationale, l'ITTF, la WTT. Ils inventent des compétitions un mois avant. Comment prévoir un calendrier de championnat comme ça? Comment donner de la lisibilité aux médias, à nos partenaires, si un mois avant on annule les matchs? On achète de la billetterie, on prépare des billets et on les annule. Enfin, le championnat pro aujourd'hui, c'est ça. Le calendrier, là, chaque date dans les prochains mois a été déjà bougé 2 fois. On a vraiment, comme le disait Stéphane, un championnat qui est en danger. Il faut qu'on s'adapte. On n'a pas vraiment encore d'idées. On a prévu de faire des groupes de travail entre clubs avec les instances fédérales pour trouver des solutions. Mais le problème, c'est qu'on est en mode... on subit. Est-ce que proie féminine, proie masculine, vous avez des concertations où on est quand même très sur 2 championnats différents et où on échange peu? On est assez peu ensemble. Alors moi, j'ai la chance d'être sur les 2, donc c'est plus facile. On est assez peu ensemble. Après, les enjeux, c'est pareil, ce ne sont pas les mêmes en Pro B, en Pro A, etc. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'on est assez peu ensemble. Il faut qu'on arrive à trouver une philosophie. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver plutôt une philosophie parce qu'on réfléchit tous en fonction de nos intérêts, et c'est logique, et en fonction de ce qu'on vit sur le terrain. Et il n'y a pas de problème, tout le monde a envie de faire avancer le tennis de table. Et ce qui est difficile pour la fédération, c'est de réunir tous ces intérêts, en fait, et de faire en sorte que notre ping avance. Voilà, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble, parce que sinon, dans 2-3 ans, je crains qu'il n'y ait plus les meilleurs joueurs. Un dernier mot, Eric, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, en fait, juste pour dire, aujourd'hui, il y a 2 championnats quelque part. Il y a la WTT, donc les Open, un peu partout dans le monde, avec, comme je l'ai dit, assez peu de règles et des organisations de dernière minute. Et puis, il y a les championnats de France et la Champions League. Une joueuse, je ne sais pas pour les joueurs, mais une joueuse dans le top 30-40 mondial, à ce niveau-là, il y en a quelques-unes, ne peut pas vivre de la WTT uniquement. Même si elle joue bien dans les compétitions, ça ne suffit pas pour compenser ce qu'elle gagne en championnat. Donc on ne peut pas substituer aujourd'hui le championnat de France par autre chose. Il faut réussir à les faire travailler ensemble. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à la WTT. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir participé à ce premier numéro de Top Spin. On va suivre, Lilian, Audrey, bien sûr, vos prochaines grandes échéances, vos prochaines compétitions. On a bien compris qu'il y en aurait beaucoup cette saison. Merci à vous. Et je sais que vous avez beaucoup de travail dans vos clubs respectifs. Voilà, ça en est terminé de notre rubrique Championnat de France et Championnat Pro. On va s'intéresser maintenant au développement de 2 nouvelles pratiques, le ping VR et le tennis de table en extérieur.
Stéphane Lelon, directeur du pôle développement à la Fédération française de tennis de table, nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Alors parmi les nombreuses disciplines en développement que vous gérez, nous avons choisi de faire un focus sur 2 d'entre elles, le tennis de table extérieur. Mais tout d'abord, nous allons parler du ping VR pour laquelle nous avons quelques images, des images que vous aviez filmées, je crois, à l'occasion de la semaine olympique du e-sport. Oui, alors tout à fait. La discipline du ping VR, donc le ping en réalité virtuelle, c'est tout nouveau, mais ça va très très vite. Ça permet pour la fédération notamment d'avoir une offre sportive supplémentaire pour des personnes qui sont éloignées de la pratique. Mais le tennis de table aime bien démarrer par l'aspect compétitif et donc très vite, la fédération, par son organisation, a séduit l'éditeur du jeu, qui a séduit aussi des instances internationales et qui ont poussé auprès du CIO à ce que le ping VR soit en sport d'exhibition à cette Olympic eSport Week, qui en appelle très certainement d'autres, et où les Français ont pu briller, puisque dans cette exhibition, il y avait 4 joueurs internationaux, 2 Français qui se sont retrouvés en finale. Donc évidemment, notre premier champion olympique, même si on ne les appellera pas comme ça, de ping VR, est français. Alors expliquez-nous déjà un petit peu les règles de base, le principe de base. Je vois que vous avez amené le matériel nécessaire pour pratiquer. C'est un casque de réalité virtuelle, ça permet, comme une console de jeux vidéo, hein, il y a un disque dur dedans, donc on peut mettre des applications et des jeux. Donc on achète le casque avec 2 manettes, et puis après on achète des jeux. On a découvert, la fédération a découvert un jeu de tennis de table criant de réalité, alors qu'on est dans le virtuel. Decathlon et sa marque de tennis de table Pongori a même développé un manche de raquettes de tennis de table qui vient se clipser sur la manette pour vraiment se rapprocher encore plus de la sensation et du jeu. Et donc on imagine bien l'essor autour de ces nouvelles pratiques. Il y a le e-sport qui est le gaming. Là on est plus dans un sport hybride puisqu'on se déplace, on bouge. Donc on peut aussi d'ailleurs lutter contre la sédentarité au travers de cette pratique. Et donc on y verra demain dans l'offre sportive de la fédération, à la fois de la compétition avec un championnat de France, des Jeux olympiques du e-sport, mais aussi une possibilité pour des personnes qui sont éloignées d'une pratique en club de pouvoir faire du sport de chez eux ou en tout cas de partout, sans ces contraintes spatio-temporelles qui aujourd'hui limitent la pratique sportive de manière réelle. Alors, vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, finalement, c'est un autre public qu'on peut peut-être aller chercher à travers cette discipline. Néanmoins, j'imagine puisque j'en ai rencontré, des gens qui pratiquent le tennis de table traditionnel et le virtuel. Oui, alors aujourd'hui, on va dire que les meilleurs joueurs pratiquent aussi en réel. Ça a accéléré leur capacité d'être des bons joueurs en virtuel. Mais on a aussi 2 exemples de joueurs qui ont participé au championnat de France l'année dernière, qui sont dans le top 50 mondial du jeu, qui eux n'ont jamais joué au tennis de table en vrai. Donc c'est à la fois une possibilité pour les clubs sportifs d'avoir une offre de services supplémentaire à leurs licenciés, mais c'est aussi la possibilité pour la fédération de proposer un service directement à des personnes qui aiment le tennis de table, 6 millions de personnes en France à peu près, par rapport aux 200 000 licenciés. En tout cas, donc de pouvoir proposer quelque chose à ces 6 millions de personnes qui aiment le tennis de table et qui ne vont pas forcément franchir la porte d'un club. Alors, nous allons écouter maintenant Stéphane Pakis, président d'Eleven France, qui développe le système de jeu. C'était à l'occasion, je crois, des premiers championnats de France de ping VR. On l'écoute. Au jour d'aujourd'hui, on est 750. On organise tous les mois des tournois. En moyenne, entre 50 et 60 personnes participent chaque mois à des tournois. La communauté organise aussi des formations, du coaching pour les joueurs qui arrivent. On accompagne les personnes qui arrivent sur la communauté pour leur apprendre à paramétrer correctement la raquette, à voir comment bien jouer sur le jeu. Et donc voilà, c'est vraiment une communauté bienveillante pour nous. Pendant 2-3 ans, c'est des personnes qui ont beaucoup joué ensemble, qui discutent donc à travers le casque, à travers le jeu, qui partagent leur vie de tous les jours, qui partagent bien sûr des points sportifs, mais aussi des points de vie. Et
ils s'entendent, ils se reconnaissent à travers la voix au jour d'aujourd'hui. Là, quand ils se rencontrent, on ne sait pas qui est qui, bien sûr, et c'est à travers la voix qu'on reconnaît les gens. Et donc, il y a un vrai lien humain qui s'est développé entre les joueurs, et on peut les voir. Il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de complicité, alors qu'ils se sont pour certains jamais rencontrés. Et c'est très sympa à avoir, une vraie expérience de vie sociale. Mais en réalité, ce qui fait la force de la communauté, c'est les gens. C'est les gens qui passent un bon moment ensemble. On fait très attention à ce qu'il y ait de la bienveillance entre les personnes. Les gens, quand ils arrivent dans la communauté, on les accueille, on les aide à bien comprendre comment fonctionne le jeu. Et effectivement, nous, on est ravis de voir toutes ces personnes-là communiquer avec bienveillance ensemble. La convivialité, c'est ce que met en avant Stéphane Pakis. Oui, alors sans lui, je ne sais pas si on en serait déjà là aujourd'hui, puisque Stéphane a développé la communauté de pratiquants qu'il a organisée en association et qui s'est appelée Eleven France. Et donc c'est une bande de copains qui, pendant le confinement, ont découvert la réalité virtuelle et le jeu de tennis de table. Ce qui est assez rigolo, parce que en fait, Stéphane, dans sa vie de tous les jours, il est entrepreneur, mais à côté de ça, il est entraîneur de basketball. Mais il est devenu fan de tennis de table au travers de la réalité virtuelle, jusqu'à devenir président de cette association qui compte maintenant 900 personnes sur leur serveur Discord. Et donc, toutes ces personnes qui, pendant les périodes Covid, se sont rencontrées autour de cette passion du tennis de table en réalité virtuelle, qui se sont jouées à l'intérieur du jeu, et où comme il y a un lien social avec la voix, s'étaient jamais rencontrés. Et ce qui était extraordinaire au championnat de France, au-delà de l'aspect compétitif et d'attribuer un titre au meilleur, c'était de les voir se reconnaître juste en se disant bonjour parce que la voix. Donc pour l'association Eleven France, ce moment de championnat de France a été un grand moment, à la fois sportif et compétitif, mais aussi convivial. Et donc maintenant, il commence régulièrement à s'organiser des moments en présentiel pour aller plus loin que se rencontrer au travers d'une partie de ping-pong en virtuel. Oui, alors c'est vrai que c'est étonnant quand on voit les images qui sont derrière nous. On voit à l'occasion de ces championnats de France, et ce sera j'imagine le cas sur d'autres compétitions, les joueurs se rencontrer physiquement, parce qu'on les voit faire du virtuel alors qu'ils pourraient très bien jouer au tennis de table pour de vrai. Mais évidemment, le gros de la pratique, et ce n'est pas étonnant que le ping vert se soit beaucoup développé pendant le Covid, c'est le fait de pratiquer de chez soi avec les autres à distance. Ben oui, on peut jouer n'importe où. Alors, c'est mieux pour pouvoir jouer, d'avoir une bonne connexion Internet, mais n'importe quand et n'importe où à partir du moment où on a un espace libre d'environ 6 mètres carrés autour de soi. On est les premiers à avoir expérimenté, à avoir tapé la main sur le mur quand c'est pas dans la télévision ou dans les bibelots de la maison. Donc il y a un espace de sécurité à organiser, mais on peut jouer de n'importe où et de chez soi. Et donc évidemment, ça a un intérêt de développer de la pratique où chacun va rester chez soi, va se libérer de ces contraintes spatio-temporelles que j'évoquais tout à l'heure. Mais par contre, oui, à un moment donné, il faut créer du présentiel, créer un spectacle. Alors, on a fait un essai dans ces championnats de France, mais on est dans un gymnase, on a des aires de jeu qui ressemblent à des aires de jeu de tennis de table. Ce qui paraît juste bizarre, c'est de ne pas voir la raquette et la balle. Donc, on veut faire évoluer ça, un peu plus en lien avec les images qu'on a vues tout à l'heure de l'Olympic eSport Week, où on mélange virtuel et réel dans la même image, et où on va en faire un spectacle qui va donner envie aux gens d'aller voir ce spectacle-là, et le différencier du spectacle du ping réel, tout comme là, ces images où on voit et le virtuel et le réel associés, parce qu'il faut proposer quelque chose de différent. Si on regarde sur les réseaux sociaux du tennis de table, on a quand même, pour le moment, envie de voir du ping en vrai, et pas ça. Donc il faut qu'on creuse encore sur l'aspect compétitif, et aussi sur cet aspect lutte contre la sédentarité. On a travaillé avec le pôle ressources sport et innovation qui devrait délivrer sa recherche à la fin du mois de novembre pour prouver que l'engagement physique en réalité virtuelle est tout proche de l'engagement physique en pratique réelle, ce qui serait un vrai plus pour pouvoir aller proposer l'activité à des personnes qui sont limitées. En tout cas, c'était important pour la Fédération française, j'imagine, de ne pas louper le coche, d'aller aussi vers la pratique des e-sports. Alors oui, ce n'est pas le e-sport, c'est plus le programme fédéral qui a comme axe la performance sportive. Et vous en avez parlé tout à l'heure avec l'équipe de France et le championnat pro. Et aussi la performance sociale et comment la fédération peut être utile aux citoyens. Et à partir du moment où on a la possibilité de jouer
pour n'importe qui, de compléter une pratique de débutant, de personnes en situation de handicap ou de personnes un peu plus âgées et qui ne peuvent pas aller au créneau d'entraînement du club, de pouvoir proposer de la pratique. Pour un ping citoyen, c'était une évidence qu'il fallait que la fédération se lance dans cette pratique-là. Allez, on va parler maintenant d'une autre pratique qui se destine, j'imagine, aussi à un autre public que celui du tennis de table en salle. On voit quelques images du tennis de table en extérieur. Il y a eu d'ailleurs à Rome un gros événement il y a peu et vous étiez présent pour cette... c'était quoi? C'était une fête du tennis de table en extérieur? Oui, alors la Fédération internationale a créé une pratique un peu d'extérieur avec un autre matériel et d'autres règles du jeu. Le slogan, c'est more fun, more life, donc plus de vie au travers le plaisir de jouer. Et donc la Fédération italienne a monté un projet avec Erasmus+, dans lequel la France s'est engagée puisque c'était du ping en extérieur et que la Fédération s'engageait aussi dans cette pratique-là. Voilà, donc une dizaine de pays qui se sont réunis autour de débuts de champions qui ont été qualifiés dans chacun des pays et donc des expériences très intéressantes pour des jeunes de 11 à 18 ans qu'on a emmenés là-bas et puis des joueurs ex-pro ou semi-pro pour essayer de les intéresser ou de leur faire découvrir une nouvelle pratique. On joue avec un bois nu, donc la balle elle glisse sur la raquette pour ceux qui sont habitués à des revêtements qui accrochent. La balle est plus grosse, donc c'est assez ludique. C'est aussi accessible beaucoup plus facilement à des débutants et une balle plus grosse et pas d'effet facilite la pratique en extérieur quand il y a un peu de vent notamment et on voit au drapeau qui flotte là sur ces images qu'ils ne sont pas gênés par le vent dans une pratique en extérieur. Alors montrez-nous d'ailleurs un petit peu le matériel avec différentes balles, d'ailleurs pour cause de vent, et différentes raquettes. Le partenaire raquette de la fédération, c'est Decathlon Pongori pour le moment, qui a développé une raquette d'extérieur qui ne s'abîme pas. Et puis la fédération internationale qui, au travers de cette pratique du TTX, c'est un bois nu, donc il n'y a pas de revêtement dessus, légèrement verni, donc ça glisse beaucoup. Et puis une balle un petit peu plus grosse. Plus grosse dit un petit peu plus lourde, donc dans la prise dans l'air fait que la balle va un peu plus doucement. Donc c'est bien pour le pratiquant débutant notamment, et puis c'est bien pour limiter les problématiques de vent. Je parlais d'un autre public et là je trouve que c'est flagrant parce que quand on discute avec des pongistes puristes de la salle, ils ont du mal à se dire on va jouer dehors parce qu'il y a du vent, alors qu'en loisir, on ne se prive pas de jouer sur une table de ping-pong à l'extérieur. Oui. Là aussi, voilà, il y a des gens qui jouent déjà et il faut peut-être fédérer un peu tout ça. Je crois qu'il y a une application d'ailleurs qui est en cours de développement. Oui, c'est ce que je vous disais en lien avec le programme fédéral, comment la fédération peut être utile à la société et utile aux citoyens. En France, il y a 6 millions. La LINGEP vient de sortir une étude qui dit qu'il y a plus de 5,6 millions de personnes en France qui déclarent jouer régulièrement au tennis de table ou au ping-pong, peu importe, en comparaison des 211 000 licenciés de la fédération. C'est qu'il y a un public. Et il y a des gens qui aiment l'activité et qui la pratiquent pas forcément dans un club. Et on l'a vu d'ailleurs par le Ping Tour, parce que l'ancêtre du ping en extérieur, c'est le Ping Tour qui est né il y a 10 ans. Et les gens qui jouent dans leur jardin, eux, le vent, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, évidemment, dès qu'on rencontre un pongiste qui a joué en club, évidemment qu'une goutte de pluie ou le vent, ça perturbe par rapport à ses habitudes. Voilà, donc l'objectif de la fédération, c'était de pouvoir proposer un service vers ces 6 millions de pratiquants occasionnels et de pouvoir les fédérer dans cette communauté j'aime le tennis de table, je me reconnais dans la fédération française de tennis de table. Et là, on peut imaginer qu'avec cette application, les gens se donnent rendez-vous sur une table en extérieur quand ils le peuvent, en fonction de leur disponibilité. On peut imaginer aussi des compétitions en extérieur. Enfin, c'était un peu le cas à Rome. Complètement. Alors, le ping en extérieur, en fait, c'est 4 piliers. C'est des sites de pratique déjà. C'est pas une table en béton par-ci par-là. C'est des lieux où il y a plusieurs tables. C'est une animation. Donc, les clubs, les comités, mais aussi demain les collectivités qui vont aller directement animer ces tables. Et puis, pour les faire vivre au quotidien, c'est une application. Donc, l'application qui est sortie dans sa V1 le 8 juillet, qui permet déjà 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est de géolocaliser les lieux de pratique.
de manière publique, de manière commerciale. Parfois, pour aller dans un camping, je paye un droit pour mon emplacement, mon mobil-home. J'ai accès à des tables de tennis de table. Mais ça peut être aussi des tables privées. Donc on peut inscrire dans cette application la table qui est dans son jardin et devenir le meilleur de l'application en n'ayant joué que dans son jardin avec ses amis et sa famille. Et puis évidemment, l'application permet de reconnaître l'ensemble de la localisation des clubs pour que le pratiquant occasionnel puisse se rendre compte que j'utilise l'application, je joue dans un parc. Ah oui, mais il y a un club près de chez moi et je peux créer du lien. Tout comme les clubs, demain, vont pouvoir aller animer ces sites de ping en extérieur et dire, nous, dans notre club, on a un créneau que le lundi de 18h à 19h30. Et on va pouvoir vous proposer le mercredi, le samedi, le dimanche, aux familles, à d'autres types de publics, une activité qui va décontraindre aussi pour le pratiquant la logistique, les contraintes spatio-temporelles. Merci beaucoup Stéphane Lelong pour ces précisions sur ces 2 nouvelles pratiques en développement. On aura l'occasion de reparler d'autres projets sur lesquels vous travaillez. Merci de nous avoir suivis sur ce premier plateau de Top Spin. Et puis n'oubliez pas de pratiquer, quel que soit votre niveau, le tennis de table, en loisir, en compétition, en entraînement. À très bientôt. Ciao.